Le TVA Midi, une présentation de Maison Nordique. Obtenez une soumission rapide en ligne dès maintenant à maisonnordique.com. En manchette aujourd'hui, un médecin de Rouyn-Noranda condamné pour possession de pornographie juvénile et annonce à venir pour le développement du secteur bioalimentaire de la région. Le TVA Nouvelle Musique commence maintenant. Bonjour et bienvenue au TVA Nouvelles. On ouvre le bulletin sur la scène judiciaire. L'ancien médecin de Rouyn-Noranda, Daniel Marleau, écope de 18 mois de prison et Sophie, c'est en lien avec de la pornographie juvénile. Oui, Mélissa, eh bien, on se rappelle qu'en juin 2020, l'accusé Daniel Marleau avait été arrêté en possession de 15 000 fichiers contenant de la pornographie juvénile et la peine de 18 ans de prison est tombée hier. Daniel Marleau est également soumis à une période de probation surveillée de 3 ans à la suite de sa détention et est inscrit au registre national des délinquants sexuels pour 20 ans. Il a aussi une interdiction d'utiliser Internet, sauf pour exception, et il ne pourra occuper d'emploi ou faire du bénévolat qu'il mettrait en position d'autorité sur des personnes mineures. Cette peine était une suggestion commune de la Couronne et de la Défense, et donc la juge Marie-Claude Bélanger s'est rangée derrière cette peine négociée. Je laisse entendre là Émilie Larose, du directeur des poursuites criminelles et pénales, qui a agi hier pour l'avocate de la Couronne, Maître Andréane Gagnon. Ça a eu lieu le matin et la juge qui présidait ce terme-là hier, donc la juge Marie-Claude Bélanger, a voulu prendre un certain moment là, pour réfléchir compte tenu du nombre de fichiers, compte tenu de toutes les circonstances particulières de ce dossier-là. Et elle est revenue en après-midi et elle a entériné la suggestion commune des deux avocats, c'est-à-dire qu'elle a condamné M. Marleau effectivement à 18 mois d'emprisonnement. Et de ce que je comprends, Sophie, la juge Bélanger a pris en compte des facteurs aggravants, mais aussi des facteurs atténuants dans ce dossier. C'est exact. Et parmi les facteurs aggravants, il y avait notamment le fait que des milliers de fichiers pornographiques que l'accusé possédait exposaient des personnes qui étaient d'âge mineur, et ce pendant plus de 2 ans et demi. Et à l'inverse, parmi les facteurs atténuants, il y avait l'absence d'antécédents ainsi que le plaidoyer de culpabilité de l'accusé. Donc, bien que la juge Marie-Claude Bélanger considère que la peine était clémente, la décision ne va pas à l'encontre de l'intérêt public et la Couronne est satisfaite de l'issue du procès. Parfait. Merci beaucoup, Sophie. En agriculture maintenant, eh bien, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, va faire une annonce à 15h30 à Notre-Dame-du-Nord concernant le développement du secteur bioalimentaire dans la région. La conférence de presse va avoir lieu à l'unité de recherche et de développement en agroalimentaire de l'UQAT. Il va être aussi accompagné des députés caquistes de la région. Notre collègue Arnaud Pelletier va être sur place et on va faire le suivi ce soir au bulletin. La Société du Québec demande toujours l'aide du public pour retrouver Kingston Conn Robert, un adolescent de 14 ans originaire de Lac-Simon. Vous voyez ces informations à l'écran. Il a été vu pour la dernière fois au début du mois d'août dans le secteur du chemin du docteur Lemay à Rouyn-Noranda. Kingston Conn Robert mesure 5 pieds 1 pouce et a les yeux et les cheveux bruns. Évidemment, toute personne qui l'apercevrait est priée de communiquer avec le 911. Dans le secteur économique, les entreprises se portent mieux aujourd'hui. Selon le directeur général de l'ACAS et Associés Inc., le nombre de faillites en Abitibi-Témiscamingue a baissé de près de 30% en bas des niveaux pré-pandémiques. Au Canada, le nombre total de dossiers d'insolvabilité a diminué de 2,8% en juin 2023 par rapport au mois précédent. Le nombre de faillites a diminué également de 8%. Parlons d'environnement. Une usine en Ontario veut déposer ses déchets nucléaires dans Chalk River. C'est un projet qui va avoir des impacts environnementaux jusqu'au Témiscamingue. Entrevue de Kimberly Hall avec le député bloquiste Sébastien Lemire pour comprendre l'ampleur de la situation. Il y aurait une usine qui aurait déposé des déchets nucléaires dans la rivière Chalk River. Ça aurait une influence sur 2 communautés autochtones au Témiscamingue. Et de ce que je comprends, ça va avoir un impact environnemental assez important, là. Le déchet nucléaire est toujours radioactif et ça peut durer au moins 500 ans si ce n'est pas 1000 ans. Quel risque on prend de mettre une installation à proximité effectivement d'un cours d'eau aussi important que la rivière des Outaouais? Donc, effectivement, j'appuie la communauté autochtone de Québec et toutes les communautés Anishinaabe qui ont pris la parole devant la Commission canadienne de la sûreté nucléaire. J'étais présent à Ottawa la semaine dernière pour ça. Pourquoi moi le nucléaire, ça me fait peur? Parce qu'on ne peut pas prendre le risque de faire en sorte que
il y ait un déversement, qu'il y ait une catastrophe naturelle qui fait en sorte que ça ne demeure pas sécuritaire. La communauté de Québec, comme le Témiscamingue, est à 200 km. Donc, dans le contexte, il y a un danger qui est énorme. Mais on le sait, on est en amont. Donc, si jamais il y a un déversement, bien, c'est évidemment la région d'Ottawa-Gatineau qui y goûterait, mais ultimement, toute la région de Montréal puis le sud du Québec, pour moi, ça reste un non catégorique. Puis même quand je vois qu'Hydro-Québec réfléchit à réactiver le nucléaire au Québec, pour moi, c'est un non-sens. Et cette rivière-là est encore utilisée aujourd'hui là, chez les communautés autochtones impliquées. Tout à fait. Barrière-Lac était aussi présent à la commission, qui était là, mais c'est un territoire. Et si on ne compte pas sur nos communautés autochtones, puis je les remercie d'ailleurs et je les salue, pour s'assurer d'avoir l'intérêt supérieur de la nature pour penser cette cohabitation-là, qui va le faire? Donc, j'espère qu'ils vont entendre raison, qu'ils vont se faire entendre davantage à la commission. Évidemment, on n'est pas certain de la qualité d'écoute qui aura été donnée dans les circonstances. Puis surtout, ce que dénonce la communauté de Québec, c'est d'avoir pas été consulté davantage tôt dans le projet. C'est un projet qui date de 2016 et c'est très tardivement que la communauté a été mise dans le coup. Et est-ce qu'on sait pourquoi on cible Chalk River spécifiquement? Bien, parce qu'historiquement, il y a déjà eu de la production nucléaire à Chalk River. Donc, c'est sûr que c'est les résidus de ça. Sauf que moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est le précédent que tu crées. À partir du moment que tu as ton endroit de stockage, bien, s'il y a un nouveau projet qui arrive, puis que lui n'a pas l'acceptabilité sociale ou pour l'enfouissement ou autre, est-ce qu'on va les amener vers là? Une fois que tu crées un précédent, c'est dangereux. Je comprends qu'il faut faire quelque chose, mais cette solution-là, pour moi, est inacceptable. Merci beaucoup. Passons au culturel. C'est ce soir que l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda dévoile sa programmation 2023-2024. En formule 5 à 7, l'organisation va présenter la thématique de la nouvelle saison et va projeter les spectacles à venir. Le DJ XXOE va également être de la partie pour l'ambiance musicale. Évidemment, les gens intéressés à assister au dévoilement de la programmation peuvent toujours réserver leur place sur le site web de l'Agora des Arts. Toujours culturel, la 9e édition du Festival de la Fée de l'Abitibi-Témiscamingue commence aujourd'hui. Les gens vont pouvoir assister à de nombreux spectacles en cabaret festif au Théâtre des Esquerres d'Amos, dont celui de Vilain Pingouin, Les Chiens de Ruelle, Claudia Bouvette, Margaret Tracteur, ainsi que Et on déjeune. Parlons sport, ce sont 36 joueurs qui participent cette semaine au camp des recrues des Foreurs de Val-d'Or. Voici le reportage de Yoann Carrière sur le premier chapitre de la saison 2023-2024 du Vert et Or. Un peu plus de 2 mois après le repêchage de la LHJMQ, c'est finalement le moment pour les espoirs des Foreurs de tenter de percer l'alignement. Le camp des recrues a débuté mardi soir avec un match intra-équipe et se poursuit toute la semaine. Un retour au centre Anico Eagle auquel l'entraîneur-chef et directeur général Maxime Desruisseaux avait bien hâte. C'est tout le temps excitant, là. On arrive du repêchage, des nouveaux jeunes qui se pointent au camp. Écoute, on les a repêchés, mais c'est le fun de voir comment a été leur été, dans quelles conditions ils se présentent. Eux aussi sont excités, sont fébriles, sont nerveux souvent un petit peu. Donc, c'est le fun d'être de retour sur la glace, puis de les voir aller, les mettre à l'œuvre, puis de voir les surprises qui va nous donner des choix difficiles à faire là, en fin de camp. Donc, mais c'est vraiment plaisant d'être de retour. Parmi les 36 joueurs invités au camp, il y en a un qui se démarque du lot. Repêché 11e au total en juin dernier, Philippe Veilleux a signé son contrat d'entrée lundi dernier alors qu'il venait d'arriver à Val-d'Or. Pour Maxime Desruisseaux, il n'y avait pas de doute que Veilleux allait se tailler une place avec l'équipe. Je voulais y enlever cette petite pression-là, puis je voulais qu'il s'épanouisse durant le camp. Je voulais qu'il, sans dire qu'il a enlevé de la pression, puis lui dire qu'on tient à lui, qu'on l'apprécie, qu'on l'aime, puis je pense que c'est une bonne décision. De son côté, le principal intéressé se dit touché par la confiance de l'organisation, mais n'entend pas se la couler douce. C'est vraiment nice, ça, le fait que même sans avoir fait le camp, qu'ils me signent déjà, c'est un beau signe de confiance qu'ils ont pour moi. Ouais. C'est sûr que je me dis que je suis déjà dans l'équipe, mais ça reste qu'il faut pas que je me dise ça puis que je travaille pas. Là. Ça reste que c'est un camp, il faut que je me donne comme tout le monde, il faut que je passe ma place dans l'équipe pareil. Là. La situation des gardiens va être à surveiller dans les prochaines semaines alors que l'échange de Mathis Fernandez a ouvert un poste derrière William Blackburn. Acquis des Huskies de Rouyn-Noranda tout juste avant le repêchage, le portier de 16 ans, Émile Beaunoyer, est pressenti comme le favori pour obtenir le poste, mais il est conscient qu'il n'y a rien d'assuré. C'est sûr qu'en étant dans un camp junior, tu as toujours une chance de faire le club. Il faut juste que tu le prouves. Fait que, moi, je viens ici en l'intention de montrer que la place est à moi et que je suis prêt à ce nouveau défi-là.
C'est sûr, oui, il part avec un petit avantage, mais regarde, rien n'est. Je suis ouvert à tout. Je veux dire, on veut avoir la meilleure équipe possible. Donc, comment je pourrais dire ça? Si jamais il y en a un qui nous force la main et qui est meilleur que nos 2 gardiens, bon, ben, ça sera là que je mettrai mon chapeau de directeur gérant. Puis, on s'assurera de faire une transaction pour créer de l'espace. Mais, regarde, à suivre. Puis j'ai hâte de voir. Puis j'espère qu'il y en a qui vont nous causer des belles surprises de ce côté-là. Les joueurs vétérans vont entrer en scène la semaine prochaine. D'ici là, les Foreurs vont disputer un premier match hors concours jeudi alors qu'ils recevront les Huskies à 18h. Le premier match de la saison, lui, est prévu pour le 23 septembre, encore une fois au Centre Anico Eagle contre les Huskies. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. À la météo aujourd'hui, on n'a plus d'avertissement de smog, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. La qualité de l'air s'est quand même améliorée en Abitibi-Témiscamingue. Mais aujourd'hui, on va avoir une alternance de soleil et de nuages dans toute la région. Au Témiscamingue, ça va être ensoleillé, mais ça va devenir une alternance. Côté température, il va faire autour de 27 degrés. Pour ce soir et cette nuit, les nuages vont être encore de la partie. Il va y avoir des averses qui vont commencer ce soir, puis on aura même un risque d'orage au cours de la nuit sur tous les secteurs. Il va faire un minimum de 15 degrés dans toute la région. Je termine avec un rapport du CISAT qui révèle que plus de gens de la région sont à risque de vivre de la détresse psychologique au travail. Selon le CISAT, en 2021, 22% des travailleurs de la région avaient un niveau élevé à l'échelle de détresse psychologique liée à leur emploi principal. Évidemment, si vous vous sentez dans cette position, vous pouvez appeler la ligne d'info sociale 811 par exemple. Évidemment, il y a aussi d'autres organismes dans la région qui peuvent vous venir en aide. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, puis je vous dis à tout à l'heure.